J'ai l'habitude de commencer toutes mes présentations publiques avec un poème. Parce que je suis poète. Et souvent, les gens disent ah, c'est de la poésie. On va être pogné à écouter un poème. On ne lit pas suffisamment de poésie. Et la poésie est importante dans la vie. Des fois, les gens ne savent pas, mais c'est très important. Parce que ça évoque des choses, ça dit des choses d'une manière différente. C'est pas cartésien, la poésie. Alors, je vous livre un poème qui s'intitule « Le pays », tout simplement. Que nous sommes bien sur le sommet de notre montagne, loin des tsunamis, des Legault, des Trudeau, tueurs de pays, un pays non fécondé qui se prépare à aller se coucher. Moi aussi, je vais aller me pieuter un petit brin en attendant l'arrivée du nouveau président. Blanche paire de dents, coiffe morbide de tuxedo haut de con, gracieuseté de Suncor, Motor Trend, General Fool, an elaborate plan to eradicate mankind, the birds and the bees and the flowers and the trees, also illegitimately. Que nous sommes bien sur le sommet de notre montagne, loin des chignons décapants, des infections aux champignons, des virus écossais, coréens, panaméricains, loin de la grippe porcine, aviaire et chevaline, loin du timoton, du maquedo, du lobela. Que nous sommes bien sur le sommet de notre montagne, seuls, toi et moi, tout nus dans rien, tout nus avec rien, juxtaposés sous un déluge alcalin, dans un jardin sans roche, ni chien dent, ni fardoche. Que nous sommes bien sur le sommet de notre montagne, loin du convoi de trains pas de frein qui a mis fin au party du bistrot de la gare de train. Nous le ferons en chacun de nous, ce pays qui se refuse à naître. Nous le ferons petit, vert le jour, bleu la nuit, chargé de groseilles, de noix et de blé. Nous le couvrons au cœur de nos entrailles, dans ce menu creuset où furent déposés nos rêves d'enfants, nos espoirs d'adolescents, les tempêtes d'automne, les rangs qui n'ont pas levé, semences stériles disséminées par-delà des friches désemparées. Nous le ferons candide, ce pays qui se refuse à naître, qui cherche à éclore, à déferler tout autour. Nous le ferons douillet, ce pays où nous nous poserons, deviendront poussière d'étoiles, trous noirs, naine blanche, un tout petit pays qui luira au sein de la dentelle cosmique. Voilà. Alors, j'ai rencontré Amélie lors de la marche pour la protection des forêts qui s'est tenue à la fin septembre. Donc, ça partait du coin de Ripon, je crois. Ça se rendait jusqu'à Québec. C'était une marche de 28-30 jours à peu près. C'était un très bel événement. Les marcheurs sont arrêtés au vignoble Saint-Gabriel. Il y a eu une fête le soir avec les marcheurs. C'était vraiment agréable. J'ai fait un petit spectacle avec mon ami Marc-Antoine. On a eu des prises de parole. Tu n'étais pas là, je pense, le soir. Hein? Le lendemain matin, Amélie est venue nous rejoindre à Saint-Didas. À la nuée. Oui. À la nuée à Saint-Didas. Et de Saint-Didas jusqu'au jardin du Grand Portage, ben, on a marché, on a fait un petit bout ensemble. Et c'est là que j'ai rencontré Amélie pour la première fois. Elle était venue visiter le jardin, mais je m'en souvenais pas. Je suis désolé. Là. Et puis, on a échangé. Elle nous a dit qu'elle avait
l'idée de se présenter. Je ne sais pas si c'était décidé à ce moment-là, mais tu y songeais. Hein, t'en parlais. Et on a échangé sur nos visions, sur l'agriculture, sur l'environnement. Je venais juste de sortir mon livre, Les mots de la terre. Et j'ai écrit ce livre-là pour ma petite fille, qui s'appelle Naïma Rose, qui à l'époque avait un petit peu plus qu'un an. Et je me disais, bon, moi j'ai 66, 67, en 2020 j'avais 66. J'ai dit, moi là, je pourrais triper là, les 10, 15 prochaines années qui me restent à vivre, puis m'en crisser, m'en foutre. Mais, à un moment donné, quand on voit ce petit être-là naître, on se dit non. Non, on va continuer à militer, à travailler pour que ce petit être ait droit à une vie. Ait droit à une vraie vie comme moi j'en ai eu une. Moi j'ai eu une vie extraordinaire. C'est comme j'ai voyagé, j'ai été dans les milieux naturels, j'ai fait du kayak, j'ai nagé dans une multitude de lacs. Est-ce que nos enfants vont vivre dans des endroits décharnés où les forêts ont été brûlées, des terres inondées, dans des jardins infestés d'insectes arrivés de Chine, de Bulgarie, du Texas? Non, moi je ne peux pas accepter ça. Donc, les changements climatiques, l'agriculture aussi, l'agriculture écologique, c'est fondamental pour le futur. On ne peut pas continuer à développer des OGM, à appliquer des pesticides comme on le fait actuellement sur les terres, sur les meilleures terres du Québec. Il faut mettre un frein à ça à un moment donné. Puis il faut arrêter de brûler du carbone pour le fun. Tu sais, il faut développer un mode de vie qui soit gratifiant, hein, qui permette à chacun de nous de s'épanouir, mais il faut que ça soit différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est pas compliqué. Donc, il faut réfléchir à ça. Puis quand j'écris Les mots de la terre, ben, c'est ça que je voulais présenter. Je voulais montrer qu'un mode de vie carboneutre, c'est pas plate, c'est le fun. On peut avoir du fun entre nous avec la culture de proximité, avec des échanges de proximité. Ça se fait, c'est bienfaisant, c'est agréable. Alors, j'ai trouvé chez Amélie cette même vision-là. J'ai reconnu que depuis longtemps, elle réfléchissait aux mêmes problèmes, aux mêmes défis qu'on a à relever. Et j'ai pas fait de politique dans ma vie, puis je me suis jamais mouillé comme ça avec un candidat, une candidate, c'est jamais arrivé. J'ai quand même eu des coups de cœur pour des politiciens, là. Mais quand on a échangé, Amélie et moi, dans la marche, j'ai vu que c'était une personne intègre, en premier lieu. Ça, on recherche ça en politique, l'intégrité. J'ai vu que c'était une personne qui avait une vision qui correspondait à la mienne. Je me suis rendu à la soirée d'investiture à Saint-Norbert. C'était en avril, hein, je pense, Amélie. Et il n'y avait pas d'opposition, donc elle a été élue par acclamation. Il y a du vote quand même, c'est obligatoire. On a tous voté pour elle. Je ne pense pas qu'il y a eu de vote contre toi. Je ne sais pas. Tu n'es pas au courant. En tout cas. Et ensuite, ben, son équipe a été présentée. Amélie a fait une présentation, a pris parole. Et c'était parfait. Ce que j'ai entendu, pour moi, c'était parfait. Puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle a commencé en disant « Nous sommes dans un territoire non cédé ». Donc, toute cette pensée pour les Premières Nations qui l'habitent aussi, ça me touche aussi. Parce qu'on a été ignoble avec les Premières Nations. On a été ignoble et on a des réparations à faire. Et pour Amélie, c'est extrêmement important aussi. Donc, on a une convergence de valeurs et c'est la raison pour laquelle j'ai dit à Amélie et à son équipe que je serais là pendant les élections. Je suis très occupé, mais je vais faire ce que je peux. On va continuer à travailler pour faire connaître Amélie. Et ben, sur ce, je vais lui laisser la parole pour qu'elle vienne vous présenter sa vision de comment elle voit la circonscription de Berthier. Alors, Amélie, à toi. Je t'aime.
Mon Dieu, merci beaucoup Yves. C'est vraiment touchant. Premièrement, ton poème m'a atteinte droit au cœur, m'a beaucoup touchée. Donc merci de nous avoir partagé ça. Merci à Diane et toi de nous accueillir sur ce beau territoire des jardins du Grand Portage. Un magnifique jardin que vous cultivez depuis 40 ans avec beaucoup d'amour. Et merci pour ton appui parce que, en plus, le fait que tu te sois jamais mouillé comme ça avec une personne candidate aux élections, ben ça rend le geste encore plus, je pense, significatif. Puis ça me touche beaucoup que tu fasses ça pour moi. Je pense qu'on est rendu à un point où c'est pas mal les élections de la dernière chance pour l'environnement. Tout à fait. Puis le fait qu'on se rejoigne sur ce point-là, puis que ce soit en partie ça qui fait que tu souhaites m'appuyer, je pense que ça montre toute la sincérité de l'engagement que j'ai et que notre équipe a pour la circonscription. Fait que vraiment, merci pour ça. Puis, tu l'as mentionné, je pense qu'on peut le répéter pour le bénéfice des gens qui vont l'écouter. On va répéter qu'on est dans un territoire autochtone non cédé. Et on ne se mouillera pas sur la nation parce que c'est parfois plusieurs nations qui ont occupé ce territoire. Donc, moi, ce que je souhaite discuter avec vous aujourd'hui, ben, c'est exactement ce que Yves a identifié tout à l'heure comme étant nos points de convergence, puis étant au Jardin du Grand Portage où ben, c'est finalement un emblème de l'agriculture de proximité écologique, la vision que Québec solidaire souhaite mettre de l'avant en agriculture, ben, je pense que c'est la bonne occasion pour parler de c'est quoi la vision solidaire pour l'agriculture et pour l'environnement. Donc, vous me permettrez quand même de me rattacher un peu à mes notes parce qu'il y en a des idées quand même à Québec solidaire. Je vais essayer d'y aller dans la synthèse puis dans la vision globale, mais quand même de vous nommer quelques éléments précis de qu'est-ce que nous, on ferait différemment pour avoir une agriculture qui permet de réensauvager le monde, repropager la biodiversité, puis lutter contre les changements climatiques tout à la fois. Donc, si je commence de manière un peu générale, ben, en fait, je pourrais dire, mentionner en partant que, Yves, tu le mentionnais, j'étudie présentement à la maîtrise en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke, et j'ai décidé de faire mon mémoire sur les politiques agricoles et agroalimentaires du Québec, analysé du point de vue de la décroissance, un courant qui est de plus en plus étudié au Québec, théorisé. Donc, mon objectif, c'est vraiment de faire une réflexion profonde sur actuellement, c'est quoi les politiques gouvernementales qui impliquent l'agriculture, l'agroalimentaire, puis aller voir finalement qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans tout ça, qu'est-ce qui fait que notre système alimentaire mondialisé n'est pas résilient et est plein de failles, finalement. Donc, c'est le fun parce que j'ai rarement l'occasion d'en discuter plus que 2 minutes qu'est-ce que je fais dans mon sujet de maîtrise. Donc, Québec solidaire, c'est aussi une occasion d'en parler parce que les visions sont quand même très convergentes. Je ne veux pas, il y a une cohérence dans les valeurs. Donc, on a constaté pendant la pandémie que notre système alimentaire n'était pas du tout résilient. On le savait avant, mais pour certains, ça a été comme un peu une claque au visage de « wow! Un claquement de doigts, puis tout peut basculer. » Que ce soit au niveau des abattoirs, on a vu plusieurs grèves ou des cas de COVID qui rentraient, puis tout d'un coup, ben là, plein d'animaux qui se sont fait abattre dans des conditions horrible parce que la chaîne alimentaire était brisée. Puis ça peut être aussi stupide qu'un bateau aussi qui peut pas se rendre pour x, y raison chez nous. Puis après ça, ben, comme la guerre en Ukraine, on le voit encore, le blé qui peut pas se rendre à destination, ben, tout le monde entier est dépendant du blé puis d'autres grains qui sont cultivés en Ukraine. Le système alimentaire mondialisé n'est pas résilient. Puis la résilience, on l'a prouvé à travers de multiples expériences, elle se cultive dans l'échelle humaine, dans les circuits courts.
Et c'est exactement ce modèle-là qu'on veut remettre de l'avant, parce qu'avec les crises qui nous pendent au bout du nez, que ce soit la crise climatique, que ce soit la crise de la biodiversité, que ce soit la crise énergétique, potentiellement, la crise de l'eau, toutes ces crises-là, interconnectées, pourraient impacter notre système alimentaire, puis du jour au lendemain, causer de l'insécurité alimentaire généralisée chez nous. Donc, là, c'est le contexte général. Maintenant, comment on peut faire différemment pour pas que ça arrive, pour se prémunir de ce genre de danger-là? Ben nous, à Québec solidaire, on a, comme je disais, une vision où on veut promouvoir l'agriculture de proximité écologique et les circuits courts. Et ça passe par le fait qu'on doit prendre, par exemple, soin de nos sols. Les sols sont un puits de carbone important et continuer à cultiver des monocultures de maïs et de soya à grande échelle pour nourrir des animaux qui vont être voués à l'exportation en Chine, c'est pas un modèle qu'on souhaite perpétuer. Donc, si je retourne à nos propositions spécifiques en agriculture, je vais y aller avec quelques-unes qui sont plus fortes. On propose une politique d'achat d'aliments locaux dans nos institutions publiques à hauteur de 70%. Donc, si nos hôpitaux, nos écoles, nos CPE sont obligés d'acheter jusqu'à 70% de la nourriture qu'ils fournissent en service dans leur établissement provenant du Québec, ben on donne une opportunité aux producteurs puis aux productrices, puis même une assurance plus à nos productrices et nos producteurs d'ici que leur production va être utilisée chez nous. Et donc une assurance récolte et vente finalement. De cette façon-là, ben on est certains que ils vont pouvoir vendre leurs produits et nous alimenter en aliments qui n'auront pas fait des millions de kilomètres pour se rendre jusque dans notre assiette. On vise aussi une cible de 50% d'aliments d'origine végétale dans ces mêmes institutions publiques parce que de multiples recherches ont prouvé que la consommation de produits animaux est beaucoup plus dommageable pour l'environnement que les produits d'origine végétale. Puis on a tout à fait la possibilité d'aller chercher nos protéines et nos nutriments dans l'alimentation végétale. Donc, en étant un exemple en tant qu'État dans nos institutions publiques, en promouvant ce type d'alimentation-là, comme le fait le Guide alimentaire canadien quand même dans sa refonte, ben on va porter l'exemple, puis on va pouvoir rendre ce mode d'alimentation-là accessible et plus couru peut-être. Donc ça, c'est une autre mesure qu'on propose. Évidemment aussi, ben, il y a toute la question des pesticides. Yves en a parlé. C'est fondamental qu'on s'attaque à cet enjeu-là. Ce que je dis souvent, c'est que le problème en agriculture, c'est que la maxime ou le principe du pollueur-payeur ne s'applique pas comme dans les autres secteurs. Cela étant dit, à Québec solidaire, nous, notre façon de faire, c'est pas de taper sur la tête des producteurs et des productrices qui ont appris à cultiver de façon conventionnelle puis qui utilisent présentement des pesticides. Ces gens-là travaillent des heures de fou pour nous nourrir. Donc, c'est pas d'être dans une posture de pénalisation, mais c'est une posture d'accompagnement qu'on souhaite avoir avec les productrices et les producteurs en leur disant « Nous allons vous octroyer un soutien technique, des agronomes par exemple qui viennent sur la ferme pour vous accompagner, et financier pour réduire l'utilisation des pesticides sur votre ferme et éventuellement ne plus en utiliser du tout. » Ce qui est combinable avec notre proposition qui vise à rembourser la certification biologique aux productrices et aux producteurs qui s'en prévalent, parce que c'est tout à fait illogique que ces gens-là doivent payer pour nous certifier qu'ils ne polluent pas, puis qu'ils prennent soin de notre santé. Pour nous, à Québec solidaire, ça c'est inacceptable. Donc, l'État, sous un gouvernement solidaire, devrait rembourser
cette certification-là biologique. Évidemment aussi, comme on a une vision de circuit court, ben nécessairement l'alimentation, ben il faut transformer les produits qu'on met sur le marché, parce que des fois c'est pour les légumes, ça peut se manger directement, mais on peut faire de la transformation aussi. Donc Québec solidaire propose d'avoir des centres de transformation bioalimentaire régionaux. De cette façon-là, on va pouvoir faire notre transformation chez nous directement, puis rendre nos produits locaux encore plus accessibles, parce qu'on n'aura pas besoin encore là de dépendre de l'étranger pour subvenir à tous nos besoins alimentaires. Puis bon, il y a l'aspect aussi important de la souveraineté du Québec, parce qu'à Québec solidaire, on est un parti souverainiste. Et présentement, ben, c'est le gouvernement fédéral qui négocie les accords de libre-échange. Et ces accords-là touchent très souvent l'agriculture. Et on n'a pas un mot à dire sur ce qui se négocie là-dedans. Donc, comme tout le reste de notre projet de société, pour l'agriculture, être indépendant, s'autodéterminer comme peuple, peuple avec un S, ça va nous permettre d'avoir tous les leviers pour négocier nous-mêmes les accords. Et éventuellement, comme notre vision c'est d'avoir des circuits courts, ben, peut-être de réduire notre dépendance à l'importation. Ensuite, j'essaie de regarder un peu toutes les mesures qu'on a. Évidemment, un autre élément important, puis un problème qu'on a avec l'agriculture, c'est la financiarisation puis la spéculation présentement qu'il y a sur les terres agricoles. Donc, à Québec solidaire, on s'oppose à l'achat des terres agricoles par des fonds de retraite ou des fonds d'investissement. Donc, on va mettre fin à ce jeu spéculatif-là. Puis, tout au contraire, les terres doivent être disponibles pour des gens qui veulent produire de la nourriture. Donc, c'est à ces personnes-là qu'on va autoriser la vente de nos terres. Et une chose dont on me parle beaucoup sur le terrain quand je vais rencontrer les productrices et les producteurs agricoles, c'est les seuils hors quota. Présentement, il y a des quotas sur le lait, sur les œufs. Puis ça empêche les petites productions de se diversifier parce que rendu à, je pense, c'est une centaine d'œufs par jour, il faut demander un quota pour pouvoir produire. Donc ça ne permet pas à ces fermes-là d'avoir plusieurs piliers sur lesquels se reposer pour leur résilience puis leur rentabilité. Donc nous, on propose de hausser les seuils hors quota. Et le deuxième élément, c'est, oui, ça revient un peu avec l'histoire de la financiarisation des terres, c'est d'autoriser le morcellement des terres agricoles, parce qu'il y a beaucoup de petites productions agricoles qui ont besoin d'un hectare sans plus pour s'installer, puis ça s'achète jamais un hectare. C'est pas possible actuellement à cause de la loi sur la protection du territoire agricole actuellement. Donc, de façon structurée, réfléchie, on peut permettre ce morcellement-là pour pas que ce soit des gens riches qui se bâtissent des grosses cabanes sur ces terres-là, mais que ce soit bien des terres destinées à des petites productions agricoles qui vont servir à nous nourrir localement puis alimenter nos marchés publics. Ce qui me permet de terminer en disant que nous, à Québec solidaire, les marchés publics, c'est une institution qu'on souhaite financer, qu'on souhaite soutenir parce que on en a plein ici dans Berthier, des marchés publics. C'est dynamique, il y en a de plus en plus, c'est vivant. Ça permet à la communauté de se rassembler, ça permet aux gens de s'alimenter de nos produits d'ici, ça permet aux producteurs et aux productrices d'avoir directement accès aux gens qui vont acheter leur production. Donc, ce mode économique-là d'échange est porteur pour l'avenir. Donc, c'est sûr qu'on va soutenir ces initiatives-là pour espérer en avoir plus et encore plus d'achalandage pour que, éventuellement, on soit indépendant de toute autre entité, pays, peu importe, qu'on soit capable au Québec de produire nos propres aliments, être fiers de ce qu'on produit, puis voilà, avoir une agriculture qui nous ressemble, puis qui nous alimente sainement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui comme notre plateforme en agriculture.
en espérant que vous avez apprécié le tout. Puis merci de votre attention, merci de votre présence et merci encore à Diane et Yves de nous avoir accueillis.